Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va repartir pour un petit tour. Et cette fois-ci, on va aller du côté de Roquebrune pour interviewer Christian Bruzat, qui est le fils de Serge Bruzat, qui a été l'un des pionniers des arts martiaux dans la région de Menton. Donc on va aller pour le rencontrer, pour l'interroger sur son parcours. Il a un parcours très atypique pour un professeur d'arts martiaux puisqu'il a commencé par les arts martiaux traditionnels, par le judo, pour se lancer petit à petit dans le sambo. Donc ça va être très intéressant, assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse avec le petit tour. D'abord, pour l'enregistrement, j'ai besoin que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Je m'appelle Christian Bruzat, je suis né le 24/04 1956, je suis né dans la région parisienne, à Savigny-sur-Orge. Même question à propos de votre père, c'était quoi sa ville de naissance? Arpajon, il me semble que c'est dans le 91. Et sa date de naissance exacte? Alors le 11 janvier 1934. Et sa date de décès? Avril 1992. C'était quoi le métier de vos parents? Alors mon papa, lui, professeur donc de judo, d'arts martiaux, parce qu'à l'époque c'était judo, karaté, aikido. En même temps, il était avec son frère Michel, son frère, et mon grand-père avait une entreprise de construction de matériaux à Paris, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et mon papa travaillait donc avec son papa et son frère. Il a fait ça pendant sa jeunesse avant de débuter le professorat de judo et d'arts martiaux? Oh là là, alors il était aussi architecte, dessinateur industriel, parce que maintenant on appelle ça, je pense, architecte. Donc avant c'était plutôt dessinateur industriel. Il faisait des dessins pour justement pour construire des maisons, tout ça. Puis il était aussi il jouait de l'accordéon. Il a joué avec Yvette Horner. J'ai même aujourd'hui son accordéon. Donc il était musicien. Oh, il a fait beaucoup de corps de métier. Hein. Et puis un jour c'est son frère qui lui a dit allez je t'emmène au judo. Alors je pourrais pas vous dire la date, mais il était jeune. Oui jeune oui. Et son frère, c'était son frère aîné? Oui, non, c'est mon papa, l'aîné. D'accord. C'était le plus jeune, mais beaucoup plus costaud, physiquement. Et puis un jour, mon oncle lui a dit, bah, écoute, viens, je t'emmène au judo. Donc c'était dans le 91 à Savigny-sur-Orge? Oui, il y avait donc Sainte-Geneviève-des-Bois. C'était aussi Juvisy-sur-Orge. Ils ont monté deux clubs. Et mon oncle était beaucoup plus déjà bien avancé parce qu'il était avec Maître Kawashi. Donc votre oncle a commencé le judo avant votre père, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Au club de Kawaishi? Oui, au club de Kawashi. Et donc, Monsieur Kawaishi, il enseignait dans ce club-là régulièrement? C'était son propre club? Non, il montait à Paris, il avait son club à Paris, il me semble. Hein. Mon oncle était toujours avec Kawashi. Votre propre métier? Moi, j'étais fonctionnaire d'État à la mairie de Menton, au niveau des sports. Quel poste vous aviez? J'étais chef des sports. Responsable des sports. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer dans l'ordre chronologique. Donc, on a parlé un petit peu du parcours de votre père, qui a commencé le judo sous l'influence de son oncle, donc. Comment il a débuté les arts martiaux? Comment ça s'est passé pour lui? Est-ce que vous le savez? Pas trop. Je pourrais pas vous répondre là-dessus. Est-ce que vous savez s'il a pratiqué dans sa jeunesse ou plutôt quand il était déjà marié? Non, il était marié. Il avait était déjà commencé, marié? oui. Donc, il devait avoir plus de 20 ans? Non, parce qu'il s'est marié très jeune. Je pense que vers les 20 ans, il a dû démarrer. Il a démarré, à peu près, dans les 20 ans. D'accord. Et donc, il a démarré dans le 91 et il a commencé par la pratique du judo? Exactement.
Est-ce que vous savez à partir de quand il a commencé le karaté? Il me semble qu'il a commencé d'abord par l'aïkido, ensuite karaté et judo. Parce qu'à l'époque, c'était la fédération, avait le judo, karaté, aikido, tout était mélangé. Mais quand je regarde les dates, c'est l'aïkido, parce qu'il était en relation avec Mochizuki. Et en ce qui concerne l'aïkido et le karaté, vous savez qui était son professeur? Mais Mochizuki. Lui-même, donc Hiro Mochizuki. Oui. Et le judo, pareil? Le judo, non, il a eu son professeur, c'est Michel, son frère. Au sein de quel club ça se déroulait? Vous savez le nom du club où il a commencé? Parce que moi, j'ai trouvé un Brusa qui était élève de Monsieur Seban au Judo Club République. Il me semble, oui. Brusa, c'était mon oncle, ça. Mon oncle qui a été sur Paris. Et après, je sais qu'après, ils ont créé le club de Juvisy-sur-Orge ou Savigny-sur-Orge. Il me semble, un des deux. Ils ont créé le club ensemble? Voilà. Et papa, donc, avait les deux clubs avec son frère et gérait aussi le club de Sainte-Geneviève-des-Bois. Quand il a commencé à enseigner à la fois judo et karaté ou que karaté? Non, il a enseigné les trois disciplines, qui est donc l'aïkido, karaté et judo. Il avait une spécialité, une préférence pour une discipline? Il était très très fort en aïkido et en karaté, parce qu'il maniait bien les armes, surtout. D'accord. Donc les armes du kobudo, tonfa, bâton, etc. Le yai, voilà. Ok. Vous-même, comment vous avez commencé à pratiquer les arts martiaux? Ben, je suis, on peut dire, tombé dedans. Oui. Je suis né dedans. Automatiquement, dès que mon père a pratiqué, ben, j'étais avec lui. Donc j'ai commencé là-bas, moi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, j'ai commencé. À quel âge à peu près? On peut dire, allez, 5 ans, 4-5 ans. Oui, parce que je faisais le club de Juvisy, Savigny et Sainte-Geneviève-des-Bois. Et à Sainte-Geneviève-des-Bois, si vous aviez 4-5 ans, c'était donc en 1961 par là? Oui, à peu près, oui. À cette époque-là, on enseignait plutôt le judo aux enfants et petit à petit, quand ils arrivaient dans l'adolescence, on commençait à leur faire du karaté. C'était un peu ça? Tout à fait, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Donc vous avez commencé par le judo? Ah, vous oui. avez fait un peu d'aïkido aussi étant enfant? Ben, j'étais obligé, avec papa. Est-ce que dans ces années-là, Monsieur Mochizuki passait au club? Vous vous souvenez de lui venant au club? Oui. Il donnait quoi, des stages, ce genre de choses? Ah, des stages, des entraînements. Et votre père le faisait venir souvent? Bah, ils étaient toujours ensemble. D'ailleurs, j'ai vu que votre père avait un poste au sein de l'amicale Mochizuki. Oui. Il était représentant de l'amicale pour la région de Menton, justement. Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne justement sa relation avec Mochizuki, est-ce que vous savez s'il était actif quand Monsieur Mochizuki a créé le Yosekan Budo? Oui. Parce que c'est vrai que la pancarte indique Yosekan Budo, donc je me suis dit forcément il a été... Tout à fait. Et est-ce qu'il a été actif dans l'élaboration du Yosekan? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En parenthèse, c'est le parrain de ma sœur, Hiro Mochizuki. D'accord, ça alors, ok. Voilà. Comment étaient Est-ce que votre père vous racontait comment étaient les entraînements dans les années où il a commencé? Ben, j'ai vu les entraînements, parce que j'étais présent. Donc c'est vrai que les entraînements, c'était pas les entraînements d'aujourd'hui, c'était à l'ancienne. Par exemple, je vais prendre l'exemple quand il y avait des stages ici. C'est simple, ils partaient pieds nus, courir aux côtés du bord de mer, taper les pieds sur les galets, dans le sable, entraînement dans l'eau. Ils revenaient en kimono. Bon, puis après ils faisaient le travail en salle. Mais c'était vraiment particulier, c'était des entraînements réguliers à l'extérieur ou c'était pour des stages? Non, c'était régulier. Mon père le faisait aussi quand Mochizuki n'était pas ici. À l'entraînement, il faisait la même chose. Et donc les entraînements étaient très différents? À Paris aussi, c'était très différent? Oui. Oh, oui. En quoi? L'ambiance? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Ben, j'ai l'impression que les gens étaient différents aussi par rapport à aujourd'hui. C'est simple, la mentalité, déjà, voir les arts martiaux arriver, déjà, donc c'est quelque chose de nouveau. Les gens étaient plus enthousiastes? Oui, tout à fait. Donc ils y allaient, ils finissaient leur boulot et en avant, il n'y avait pas de... Il y avait un investissement personnel qui était plus grand, vous pensez? Ah, tout à fait, okay. Tout à fait. Et au niveau technique, est-ce que c'était différent? Mais j'ai l'impression que par rapport à maintenant, on travaillait beaucoup plus la technique, on essayait de se perfectionner avant de commencer les combats. Les randori, on passait par la technique pendant des années de travail, ouais. Technique. C'était la devise à l'époque. Alors que maintenant, même les tout petits font de la compétition très vite. Voilà. Okay. Oui, après c'est une logique commerciale, je pense. C'était pour fidéliser. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants autour de celui de votre père, à Savigny-sur-Orge ou dans la région? Non, il n'y avait que le gros club de Sainte-Geneviève-des-Bois que je connaissais. Je savais qu'il montait sur Paris, là-haut à... La montagne, Sainte-Geneviève? Je crois que c'était ça, voilà. En quelle année il est descendu à Menton? Ici, il est descendu en 61, 60. En 60, il est venu là
pour repérer. Et en 65, il a créé le club. D'accord, donc vous-même, vous n'avez pas pratiqué longtemps à Savigny, 1 an ou 2? Oh, peut-être 2 ans, oui, 1 an ou 2 ans, voilà. Quand il est arrivé ici à Roquebrune, est-ce qu'il y avait d'autres clubs qui étaient déjà actifs? Oui, il y avait un club à Menton qui était Monsieur Armand Botton, qui était déjà avant mon père. Ok, est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y avait le club de Monaco, avec Maître Imbert. Oui, Maître Imbert. Et quand il est arrivé ici en 1962, il pratiquait déjà le karaté? Mon papa, oui, oui. Et du coup, il a été un des premiers à importer le karaté dans la région. Absolument. Il enseignait donc le karaté dès 1962? Oui, karaté et aikido. Et aikido et judo aussi? Judo en même temps. Le planning du club, c'est du lundi au samedi. Donc tous les jours, il était présent et il avait un cours d'aïkido, un cours de karaté et un cours de judo. Et quand il est arrivé ici dans le sud, il avait quel métier? Il n'avait plus de métier parce qu'il était prof à plein temps. Voilà. Ok. Alors après, je sais que entre 67, 68, il me semble, à les années 70, on va dire plutôt, il est rentré à l'école Saint-Joseph, qui est juste en face. Il est rentré en tant que professeur d'éducation physique. Alors là, il faisait activité physique à l'école et le soir, il était ici à plein temps pour les arts martiaux. Du coup, à partir du moment où il est arrivé ici, il s'est lancé donc dans l'enseignement à plein temps du karaté, de l'aïkido et du judo. Vous-même, vous avez passé vos grades, je suppose, au sein du club ici. Tout à fait. Et en quelle année vous avez eu la ceinture noire, vous vous rappelez? J'avais 16 ans. J'ai passé mes katas. Oui, je crois que j'avais 16 ans. J'ai pas... 1972 à peu près? Oui, à peu près, oui. J'ai passé les katas et puis après la compétition, évidemment. Donc moi, j'ai eu la chance, je dirais bien entre guillemets, j'ai eu la chance de connaître les deux façons du judo. Il y avait le judo Kodokan de la FSJDA et la méthode Kawashi. Parce que mon papa travaillait la méthode Kawashi au départ. Donc avec premier de jambes, deuxième de jambes, etc. Donc j'ai eu la chance de connaître les deux. Oui. Donc c'est vrai qu'à un moment après, j'étais obligé de m'adapter parce que les techniques étaient un peu différentes. Quand vous avez dû vous adapter, ça a été justement pour passer les diplômes, puisque à un certain moment, c'était la méthode Kodokan qui était demandée. Oui. Vous avez passé le diplôme où ça? Au Krebs, à Boulouris. Boulouris, oui, tout à fait. Ok. Et il y avait d'autres professeurs que... Il y avait, je crois qu'il était avec moi, Guy Buffat, on a fait l'école des cadres. Il y avait Serge Aguillon aussi, qui avait encore Jean-Paul Cornillon, qui est de Grasse, non, Saint-Paul, je crois. Justement, quand votre père est arrivé ici, il a tout de suite noué des relations amicales avec d'autres professeurs. Tout à fait. En particulier Monsieur Lefebvre, dont on a parlé. Oui, bien sûr, il s'est entendu avec tout le monde qui était dans le département. Sans problème, au contraire. Est-ce qu'il y en a avec qui il faisait des stages ou des événements particuliers? On était souvent en stage. On allait à Cannes. Il y avait Capizzi à l'époque en jiu-jitsu. Il y avait José Alary, évidemment. Guy Buffat. Il y avait tous les anciens, on pourrait dire. Donc, on faisait très, très souvent des stages. Il y avait Procassi. Non, pas Procassi. Il y avait... Procassi, il était Avance. Il y avait les deux frères Avance. Il y avait les deux frères Avance, que je connaissais bien. Ils étaient en contact. Et il y avait aussi au CRAM, il y avait aussi deux frères au CRAM à Nice. Oui, les deux frères Robecki. On était en relation avec eux. Et je suis en relation toujours avec le fils. Sa maman, il me semble que c'était la secrétaire du département du temps de monsieur Sassman. Oui. Il y avait Sassman, il y avait monsieur le président à l'époque, c'était avant Sassman. Paul Parent. Parent, voilà. Donc c'était vraiment une grande famille là. Alors une petite question à propos de la formation théorique. Est-ce que dans ces années-là où vous avez débuté, où vous étiez jeune adolescent ou enfant, il y avait des livres sur le judo? Oui, mais moi j'ai pas trop, je me suis pas trop bouquiné. Est-ce que votre père avait une collection de livres ou des choses? Oui. Parce que à cette époque-là, je sais que c'était comme il n'y avait pas beaucoup d'experts japonais, à part Maître Mochizuki, il n'y avait pas grand monde. Les gens apprenaient aussi en se servant de manuels, et en particulier des manuels sur le karaté, mais aussi sur le judo et l'aïkido, ça arrivait. Et donc il arrivait que des gens qui soient au club, il y avait à l'entrée du club une petite bibliothèque où les gens pouvaient consulter. Tout à fait. C'était le cas ici aussi? Oui, mais bon, c'est vrai que moi j'ai découvert par exemple un vieux livre sur les Kwatsu de Maître Kawashi. Parce qu'à l'époque, on avait, dans la formation, on travaillait tout ça. Oui, les Kwatsu et tout. Maintenant, maintenant c'est terminé, ça c'est fini, maintenant c'est... Et votre père utilisait un petit peu les livres pour enseigner ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Parce qu'il était toujours en déplacement, il était toujours avec Maître Mochizuki, évidemment avec Maître Kawashi quand il était dans la région parisienne, et puis il a toujours été avec des maîtres japonais, il a toujours travaillé avec eux, il était toujours en contact avec... Il donnait lui-même des stages et il suivait des stages? Mon père suivait tous les stages. De Maître Mochizuki donc? Oui, Mochizuki et d'autres, il a connu aussi Murakami. D'accord, oui, excellent. Et vous-même, vous avez aussi suivi des stages? Alors moi j'ai suivi les stages de Mochizuki évidemment, et puis le restant en judo avec Midan, Maître Midan, avec plein de
plein de anciens champions de judo. Et puis surtout, j'allais aussi m'entraîner au Parc Impérial où il y avait José Alary. Alors là, on était toute une bande avec Pietri, Del Colombo, Bonomo. Bon, je vais vous... on était toutes... Il y avait de quoi travailler. Ah oui, il y avait de quoi, oui. Il y avait une bonne ambiance. Et on travaillait là. Vous étiez élève au sport-études? Sport-études, oui, tout à fait. On était les premiers. L'ouverture... 1974. Voilà, c'est ça. On était vraiment les tout premiers parce qu'à l'époque, il y avait le tennisman Lecomte, je crois, et Noah, qui était là-haut au sport-études. Dans mon sujet de thèse, je suis intéressé par l'évolution du judo, mais je suis en particulier intéressé par les influences militaires et policières dans le monde du judo. Est-ce que votre père a eu dans son parcours des militaires ou des policiers, à part Monsieur Midan qui était militaire? Tout le temps. Tout le temps? Alors dites-moi, est-ce que vous vous rappelez de gens militaires ou policiers influents J'en connaissais un qui était le commissaire principal de Menton, Monsieur Michelis, venait s'entraîner ici, à l'époque en karaté je crois, ou en aikido, je sais plus, j'ai un doute. Mais bon, je sais qu'il y a toujours eu des militaires, des personnalités, des gens dans la gendarmerie, la police nationale, etc. etc. Les policiers venaient s'entraîner au judo? Oui. Mais un judo, pas le judo de maintenant, le judo de l'époque avec le jiu-jitsu ancien. Oui. Voilà, c'était... Et donc ici entraîné aussi dans l'optique d'utiliser éventuellement les clés pour maîtriser quelqu'un? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et en ce qui concerne les militaires, votre père avait fait son service? Alors, j'ai retrouvé sa carte militaire, oui. Mais j'ai un flou. Je ne pourrais pas vous dire s'il était vraiment... actif ou simplement s'il a fait son service? Voilà, je ne pourrais pas dire. Bon, en tous les cas, il a dû faire le service puisqu'il était fonctionnaire. On ne pouvait pas être fonctionnaire si on n'avait pas fait le service. Tout à fait. Est-ce que votre père avait fait de la compétition? Il avait fait les compétitions de judo, mais il était beaucoup plus dans la partie karaté, à Coubertin. Vous-même, j'ai vu que vous avez pratiqué la compétition, et pas qu'un peu. Alors j'ai noté quelques résultats. Le 16 février 1984, vous avez été 3e en moins de 86 kg. Vous avez été premier en moins de 86 kg toujours, mais à une date que j'ai pas pu noter. Ensuite, vous êtes passé en moins de 95. Vous avez été premier le 4 janvier 1985. Oui. Second en 1986, toujours en moins de 95 et en janvier. Troisième en moins de 66 kg. Alors ça, c'est Véronique Brusa. Je ne sais pas qui c'est. C'est mon épouse. D'accord, qui pratiquait aussi le judo. Ah, tout à fait. Elle a été troisième en moins de 66 kg le 11 novembre 1984. Oui. Et vous-même, vous avez été troisième le 6 février 1989. C'est la dernière date que j'ai notée, en moins de 95 kg. Oui, tout à fait. Vous avez arrêté les compétitions vers les années 90? Oui, à peu près dans les 90, je suis arrêté. Par contre, après, je me suis orienté sur d'autres disciplines. Le sambo. Voilà. Alors, c'est justement un élément dont je voulais vous parler. Comment ça s'est passé, votre bifurcation progressive vers le sambo? Comment vous en avez entendu parler déjà? C'était pas connu à l'époque. J'ai commencé à pratiquer de la lutte libre au Lutte Club de Nice. Dans le Vieux-Nice? Dans le Vieux-Nice. Oui. J'avais le président, Monsieur Giome, Monsieur Giome. Donc un jour, j'ai rencontré un collègue, il me dit « Ah, tu devrais venir Christian, viens faire un peu de lutte, t'es un bon judoka, tu verras, c'est sympa. » Bon, j'ai été m'entraîner chez Monsieur Giome et j'ai découvert la lutte. Je me suis débrouillé, champion départemental, champion interrégion. Je suis monté à Paris à Coubertin, je finis premier au championnat de France en lutte libre. Et ensuite, je devais faire la Coupe du Monde. Oui, j'ai fait la Coupe du Monde à Makashkala. Par contre, la date, j'ai un trou, je pourrais pas vous dire, je m'en rappelle plus bien. Donc j'ai été en équipe de France, en lutte libre. Et c'est comme ça que j'ai découvert là-bas un lutteur qui me parlait de sambo. C'est quoi ça, le sambo? Puis bon, il m'a montré d'autres trucs, puis j'ai vu que c'était une ressemblance au judo. Et j'ai appris que dans la fédération de lutte, il y avait une section sambo qui existait. Je ne connaissais pas au départ. Et puis je me suis mis en relation avec le président, à l'époque, le président monsieur Étienne Labrousse, qui gérait le sambo sous la tutelle de la lutte. C'était vers quelles années? Dans les années 83, ouais, 83. Donc j'ai connu le sambo comme ça, et puis petit à petit, j'ai fait les chemins de France, championnat d'Europe, championnat du monde, coupe du monde, etc., etc. Et j'étais deux fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, de sambo. Hein. De la fédération internationale officielle? Officielle, de la FIAS, qui était la FIAS à l'époque. En quelle catégorie? Ah, j'ai toujours été dans les lourds, là. À l'époque, dans les moins de 100 et les plus de 100. J'ai fait 100 et... non, à un moment, j'ai fait moins de 100, après plus de 100. Et donc, en sambo, après avoir bien commencé la compétition, même bien pratiqué la compétition, oui. Vous avez eu l'idée d'ouvrir une section, tout simplement. Tout à fait. En quelle année vous avez ouvert la section de sambo? Dès que, on pourrait dire, dans l'année, 1 an ou 2 ans avant le décès de mon papa. 1 an avant. 1990 à peu près? Oui, à peu près, voilà. Et est-ce qu'à cette époque-là, ça faisait partie de la fédé de lutte, donc il fallait faire... Non, alors après, on a été détaché en 86. D'accord.
En 86, on a eu la fédération a obtenu l'agrément et la délégation de pouvoir. Et ça s'appelait Fédération Française Amateur de Sambo. Et donc à partir de 86, donc, on avait notre indépendance, comme d'autres fédérations. Et on est parti... D'ailleurs, je crois savoir que vous aviez un rôle, vous, au sein de cette fédération. Oui, j'étais vice-président. Ensuite, j'étais directeur technique. On parle au niveau national? Au niveau national. Mon rôle, moi, était surtout... mon rôle était à développer le sambo sous toutes les formes. C'est-à-dire sambo sportif, combat et self-défense. On appelait ça la défense personnelle à l'époque. Oui, je l'ai noté. En 1997, vous étiez directeur technique de la défense personnelle au sein de la FFAS. Voilà, Fédération Française Amateur de Sambo. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que mon président m'a dit, bon, écoute, maintenant, faudrait que tu fasses toutes les régions de France et que tu développes. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc vous étiez comme votre père par Mons et par Vaux. Voilà, oui, voilà. Lui avec le Yosekan 30 ans avant et vous avec, le sambo. Voilà, okay. J'ai fait la même chose. Donc ça c'est bon. Et alors le sambo, ça a pris une importance plus grande petit à petit dans votre pratique, puisque le karaté, vous êtes diplômé aussi en karaté. Oui, oui. Le karaté, vous avez moins pratiqué ou moins enseigné du coup. Je vais vous dire, quand j'ai connu le sambo, j'ai dit mais bon sang, mais pendant des années, j'ai pas connu la pratique du sambo où là, on pratiquait tout. On retrouvait les formes de karaté, on retrouvait les formes d'aïkido, on retrouvait la forme de judo, des lutteurs. J'ai dit mais bon sang, mais c'est riche. C'était un peu le MMA avant l'heure? Oui, oui, tout à fait. C'était le MMA avant l'heure. Là, on peut le dire. Et en ce qui concerne le développement, du coup, au sein du club ici, c'était vous le seul professeur? Tout à fait. Donc vous enseignez à la fois à une époque le judo, le karaté? Alors c'était plutôt pas tout à fait le karaté parce que comme papa enseignait, il avait laissé tomber le karaté traditionnel, parce que lui, au départ, c'était le Guadoryu, ensuite le Yosekan Budo, et moi j'ai repris la relève du Yosekan. Donc j'ai fait Yosekan, et ensuite, évidemment, j'avais mon cours de sambo. D'accord, très bien. Voilà. C'est vrai que le Yosekan et le sambo sont deux disciplines qui sont en bonne partie issues du judo. Il y a des similarités? Oui, bien sûr. Dans la technique dans la pratique, dans la technique, c'est similaire. On retrouve beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en Yosekan, ils ont comment dire, les liaisons sont bonnes, un peu comme en sambo, c'est-à-dire les liaisons pied-point-sol sont très bien pensées. Alors justement, je vais bien vous expliquer là-dessus, parce que ça je le sais, c'est qu'il faut penser que Minoru Mochizuki, le papa d'Hiro Mochizuki, a été ambassadeur en Mongolie. Et en Mongolie, il a vu la pratique de la lutte mongole. Et ensuite, il a vu la pratique du sambo, parce qu'en Mongolie, on travaille aussi le sambo. Il a été influencé par ces techniques et le travail, donc il les a incorporés dans la pratique du Yosekan. C'est pour ça qu'on retrouve des similitudes de combat, de liaison de boussole, les amener, pied-point, projection, amener au sol. Voilà. Aujourd'hui, les différentes formes d'entraînement que vous proposez, c'est quoi? Donc il y a toujours le judo? Alors, judo, sambo, et à l'intérieur, évidemment, la lutte, que je suis un peu obligé de leur montrer de la lutte. Ensuite, le Yosekan Budo, je peux dire que j'ai arrêté. J'ai arrêté le Yosekan, j'ai arrêté le karaté et l'aïkido. Par contre, j'ai remplacé l'aïkido par la pratique du systema. Oui, qui est aussi un art martial proche du sambo. Absolument, qui est vraiment particulier et qui ressemble tout à fait à la pratique de l'aïkido. C'est pour ça que les gens appellent ça l'aïkido russe. Et donc je pratique ça. Donc j'ai 2 cours de systema, donc de self-défense, parce que les gens systema, ils n'ont pas trop l'habitude. Donc le lundi et le jeudi, je fais entraînement. Et les autres cours, j'ai judo et le sambo. Oui, donc ça fait quand même un planning bien chargé. Ouais. Alors j'ai un cours spécifique sambo sportif, qui ressemble un peu au judo et à la lutte. Et après, j'ai un cours de combat de sambo, où là, c'est du MMA, sambo MMA. Votre épouse enseigne aussi? Mon épouse enseigne, bien sûr. Est-ce qu'elle enseigne des cours spécifiques pour les femmes? Non, pour l'instant, non. Elle m'aide au niveau des gamins, des enfants, du judo. Par contre, j'ai une jeune fille qui s'occupe de la partie self-défense. Tous les mercredis, elle a un cours de self-défense. Alors, justement, en parlant de ça, est-ce que quand votre père a ouvert le dojo ici, il y avait déjà des femmes qui pratiquaient les arts martiaux ou très peu? Très peu. Mais il y avait des femmes dans les Alors, cours, il y avait oui, il me semble, il y avait deux ou trois femmes qui venaient. Sur combien d'élèves à peu près? Allez, une quinzaine d'hommes. Allez, et voilà, il y avait pas autant de... Donc ça fait 2 sur 17, ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'en côtoie une encore qui est toujours, elle me parle de mon papa chaque fois. Elle était institutrice à l'école, elle était à la retraite, et par contre, elle était dans l'aïkido, elle. Alors chaque fois, elle me dit, ouais, les entraînements étaient différents, bon, elle me parle de pas mal de choses.
quand on discute avec. Justement, en parlant de ça, le nombre d'élèves inscrits a évolué. Au début, quand votre père a ouvert Oula, le dojo... oui, moi j'en suis à 300 adhérents. Hein. Et mon père, quand il avait ouvert, ça dépassait pas les 100 au départ. Après, c'est monté à 200, je crois, vers les... Pas tout à fait 200. Toutes sections confondues. Oui. Ok, et l'enseignement a évolué avec le nombre? Ah oui, tout à fait. En quoi? Ben, l'enseignement est différent. Déjà, on leur fait au niveau des enfants, c'est plutôt beaucoup de jeux éducatifs, des jeux d'opposition, des poussées, des tirées, Donc des exercices pédagogiques. Pédagogiques, oui, tout à fait, parce que l'enfant aujourd'hui, on peut pas se permettre de leur montrer des techniques de judo à 6 ans, c'est pas possible. Il y a des chocs, il y a des... Ben oui, il y a quand même des projections, il y a tout ça, donc on peut leur faire, mais avec des jeux D'ailleurs, adaptés. en parlant de protection, vous avez un excellent tapis de lutte, vous avez une bonne salle qui est bien aménagée, en plus vous avez des tapis supplémentaires si besoin. Pour protéger. Ouais, donc je vois que vous avez quand même bien aménagé la salle justement pour pouvoir faire les projections, parce que c'est vrai qu'en sambo ça projette sévère. Hein. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Est-ce que le matériel a évolué justement en parlant des tatamis, tout ça, est-ce que ça petit à petit ça a évolué? Vous m'avez dit que vous avez transformé un petit peu la salle depuis que votre père... Oui, parce que par exemple le tapis que vous voyez là aujourd'hui, dessous on a mis, à l'époque c'était une bâche, avec de la sciure. J'ai connu ça et on allait voir le menuisier à côté, il y avait un menuisier et mon père, allez hop, on allait chercher des sacs de sciure, de copeaux et on les mettait dessous. On tombait une fois, on n'avait plus envie de tomber après, hein. C'était hyper dur. Et moi, après son décès, j'ai amélioré le tapis. Donc j'ai mis de la feutrine, non d'abord du carton, feutrine et du polystyrène espancé, tatami de judo dessous, parce que je les ai pas jetés, et j'ai acheté une bâche. Et j'ai fait une bâche sur mesure. D'accord, donc en fait là il y a plusieurs épaisseurs de différentes Absolument. matériaux. Et ça permet d'avoir moins d'accidents et moins de problèmes. Et je m'aperçois que moi, dans mes cours, au niveau du club, j'ai très peu d'accidents par rapport à des amis qui ont des clubs avec les tatamis de judo épais et qui sont directement mis sur le béton. Et quelques petites questions au niveau de la pensée que votre père avait des arts martiaux. Est-ce qu'il voyait les arts martiaux comme une philosophie? Oui, tout à fait. Pour lui, c'était... C'était sa révélation? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il avait des bouquins sur le zen ou ce genre de choses? Oui. Il avait des bouquins que j'ai retrouvés... En ce qui concerne le jujitsu, est-ce que votre père pratiquait un peu, en plus de l'aïkido, le jujitsu? Oui, tout le temps. Si vous voulez, le début, c'était l'aikijitsu au départ, avec Jimacek. Mon père était donc l'élève direct. Donc, automatiquement, il a fait donc Jimacek, Mochizuki, et après Mochizuki a créé son école, le Yosekan Budo. Mais l'historique, c'est l'Akijitsu. C'est là. Je crois que c'était la salle rue Parmentier à Paris. Où il y a... la rue Parmentier, tout à fait. Est-ce que vous-même, vous avez pratiqué d'autres choses, à part le karaté, le judo et l'aïkido, d'autres sports je veux dire. La lutte, évidemment. Après, le sambo que j'ai ramené. Mais sinon... je veux dire d'autres sports autres que des sports de combat. Alors, j'ai fait du rugby à Menton. Comme beaucoup de judokas. J'étais pilier gauche. Mais j'allais jamais aux entraînements. Parce que je m'entraînais tout le temps ici. J'allais faire que les matchs. Mais les entraînements... alors c'est vrai que l'arbitrage... vite, j'avais pris le bouquin pour pas que je me fasse sanctionner. Mais à l'époque, le rugby, c'était autre que maintenant. Mais bon, jouer le rugby, moi je me rappelle, sortais de l'entraînement, on m'appelait, Christian, dimanche, tu nous retrouves, on est au Muy, ou on est à Fréjus, on joue. J'arrive, voilà. Et en ce qui concerne le rugby, justement, la pratique a modifié votre pratique des arts martiaux, la pratique du rugby? Non, pas du tout. C'était un loisir? C'était un loisir. Ça me permettait de changer un peu, d'être plus dans les arts martiaux, mais au moins dans un sport collectif. Puis avec d'autres amis, d'autres personnes, et puis connaître le ballon, voilà. Est-ce que vous pensez qu'à terme, le judo traditionnel, il doit évoluer ou qu'il doit disparaître pour laisser place à d'autres formes? Le judo, aujourd'hui, malheureusement, a été complètement... je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau international, mais ils auraient dû garder l'ancien judo. L'ancien judo, oui, le règlement. Parce que le judo d'aujourd'hui, il est pauvre. Pour moi, il est pauvre. Quand on voit les championnats du monde, les championnats d'Europe, les tournois et tout, pour moi, c'est pauvre. C'est fini, il n'y a plus la richesse du vrai judo. On prend simplement le kata gourma traditionnel qu'on a en kata. Alors, c'est fantastique parce que on vous demande des techniques qu'on doit faire pour passer les ceintures noires. Et après, en compétition, ah non, on n'a plus le droit de le faire. Un problème que connaissent depuis fort longtemps les karatékas d'ailleurs. Et les karatékas, pareil. Alors, c'est quoi? On retire les valeurs du judo. Jigoro Kano, il doit se retourner dans sa tombe. Maître Kawashi et tant d'autres maîtres du judo. Et pourquoi, d'après vous, pourquoi ils ont interdit ces techniques Kataguruma, les prises de jambes? Alors, soi-disant, c'est dangereux au départ. Alors après, évidemment, ils ont interdit les ramassages de jambes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu
l'influence des Russes avec le sambo qui est arrivé. On appelait ça le judo russe. Et évidemment, eux, c'était que des ramassages de jambes que j'ai connus moi en sambo et que ça peut-être pas, ça n'a pas plu à certains judokas qui avaient le judo traditionnel où il fallait pas toucher les jambes, c'était vraiment, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une exagération, une surutilisation de ces techniques de jambes par un certain groupe Oui, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui sont venus après au judo, hein. Donc après de la même façon que des judokas allaient à la lutte d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait, voilà. Donc effectivement, ils ont fini par interdire. Ils auraient pu réglementer différemment d'ailleurs. Il y en a un qui a parlé ouvertement, c'est Yamashita. Yamashita, il est contre. Il aurait bien voulu qu'on revienne aux anciennes règles. Parce qu'aujourd'hui, le judo, moi mes gamins ils me disent mais alors, on peut plus faire ça. Ah, ben non, on peut pas, on n'a pas le droit. Oui, alors qu'en sambo, évidemment, c'est beaucoup plus libre. Voilà. Et les compétitions au niveau sambo, elles sont, comment j'allais dire, populaires. Elles attirent du monde en France ou c'est... Ben, le problème, le sambo en France, malheureusement en France, la fédération, elle a été liquidée, on pourrait dire, qui a été reprise par la fédération, elle est revenue sous la lutte. Donc maintenant, le sambo est sous la lutte, depuis 2008, je crois. Oui, ah d'accord, ça fait un petit moment déjà. Oui, et malheureusement, ça se développe pas. Et ça se développe pas à cause de la fédé de lutte ou parce qu'il y a un vrai problème Oui. Il y a un problème de développement. La lutte, elle reste... c'est olympique. Évidemment, elle garde l'activité sambo, mais pour développer, malheureusement, ils n'y arriveront jamais. Vous êtes revenu un peu dans la situation du karaté qui était sous l'influence du judo jusqu'en 75. Tout à fait. Est-ce que vous organisez ici au club des démonstrations, des galas? Alors il y a la compétition à la mémoire de votre père. Oui. Donc, ça s'appelle comment cette compétition? C'est l'Open international de Serge Brusa. Qui a lieu quand exactement? Alors c'est toujours, normalement c'est au mois de janvier et on regroupe 300, entre 250 300 compétiteurs qui viennent du département et des Italiens. Parce que mon père aussi entraînait des Italiens qui venaient ici au judo. J'en ai aussi entraîné que maintenant ils sont profs de judo en Italie. Donc ce sont des amis et voilà. Vous avez fait la première itération juste après le décès de votre père en 92, 93? C'est ça. D'accord. Donc là, on en est effectivement à la 30e édition? Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des galas qu'organisait votre père? Non. Mon père organisait des stages avec Mochizuki tous les étés ici, en Yosekan Budo. Alors là, c'est un stage international. Il y avait des Suisses, et Belges, Espagnols, Italiens. C'était pendant l'été? Oui, l'été, oui. Je sais qu'il y avait le juillet et août. Je faisais les deux. Alors, est-ce qu'il y a des éléments historiques qu'on a oubliés, dont on a oublié de parler à propos de l'histoire du Jojo du judo, là, moi, je pourrais vous en citer. Alors, mon père organisait quand même à l'époque des tournois de catch avec Chéri Bibi. Ça alors? Ange Blanc. Ici même à Menton? Oui, bien sûr, là, dans la salle. On démontait les tapis et on mettait le ring au milieu. Et d'où lui est venue cette passion pour le catch? Parce qu'il était avec des catcheurs à Paris, à l'époque. Salvagram, mon père et mon oncle montaient là-haut souvent. Et donc, ils étaient en relation. Et le catch, c'était quoi pour lui? C'était pour faire un gala Parce qu'il avait des amis ici qui faisaient du catch. Et ils ont dit, Serge, tu pourrais pas, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Donc voilà, c'était les samedis, je me rappelle, les samedis, moi j'étais petit, on démontait les tatamis, on demandait à la mairie qui nous apporte des chaises et tout. Et puis les samedis soirs, il y avait alors je me rappelle parce qu'il y avait Chéri Bibi qui montait là-haut dans les vestiaires avec d'autres là, se préparer, machin et tout. Et puis il y avait le catch. Et donc il faisait une sorte de spectacle? Avec dedans, il y avait à l'époque, il y avait Gilles Voinet, qui a été champion du monde de catch, qui était haltérophilie à Menton. Donc votre père était quand même en relation avec pratiquement tout le monde martial, que ce soit du spectacle catch jusqu'aux arts martiaux traditionnels. Tout à fait. Et au niveau organisation de galas de karaté ou de judo, il en a fait? Ah ben oui, il a fait des galas. Alors par contre, j'ai retrouvé une vidéo où il est à Paris, en démonstration avec Mochizuki et d'autres, années 70 je crois, ou peut-être avant, un vieux film, hein, et on voit mon père en train d'attaquer forme d'aïkido, et on le voit, on projette et tout. Il a connu Monsieur Cocâtre? Oui, très très bien. Ils étaient en relation tout le temps. Parce que Monsieur Cocâtre aussi était justement actif dans le cercle Mochizuki. Tout à fait, ils étaient ensemble. Ils étaient vraiment, c'était un noyau, hein, c'était familial. On a fait à peu près le tour, du coup est-ce qu'il y a encore des choses qu'on aurait oubliées à propos de votre père ou de vous-même, votre parcours? Des choses importantes niveau historique, des grandes compétitions, Vous avez quel grade en judo d'ailleurs? Alors moi, je suis 3e dan de judo en FJ et je suis 6e dan
de la WIBK. Ça, c'est la fédération de sambo? Non, de judo, avec le directeur qui est monsieur Jean-Michel Dracos. Et Jean-Michel Dracos faisait partie de l'équipe de France de judo à l'époque. Il était à Coubertin. Lui, il est dans une fédération où on pratique les championnats de judo, où ils ont organisé donc l'ancien judo. On a gardé le système de l'époque d'avant. Okay. Voilà. D'accord, intéressant. Donc vous avez le 3e dan de judo, le 6e dan en WIBK. Et en sambo, il y a... Ben, je suis au 10e, je suis au plus haut? Au plus haut. Le 10e dan en sambo, ça rigole pas, hein? Ben, je suis aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis vice-président de la Fédération mondiale de combat de sambo, de la Fédération mondiale de combat de sambo, et après vous avez la FIAS de l'autre côté, où j'étais aussi vice-président de la Fédération européenne, vice-président de la Fédération mondiale et responsable du développement du sambo dans le monde. Par rapport à la Fédération internationale, il m'avait donné ce poste pour le développement. La semaine prochaine, je m'en vais faire les championnats d'Europe à Milan, donc je vais rencontrer mes collègues à Milan. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez dire, maintenant qu'on a fait le tour au niveau de l'interview, un conseil ou une idée que vous aimeriez transmettre? Peut-être un conseil que donnait votre père ou une idée qui lui était chère à propos des arts martiaux? Les arts martiaux, d'abord, c'est donc une philosophie, évidemment, mais aussi un art de vivre. Et puis surtout, où on apprend aujourd'hui, c'est ce qui manque, ce qui se perd, c'est la discipline, le respect surtout. C'est le code moral? Le code moral du judo. Qu'on a tous. C'est ce qui se perd aujourd'hui pour les gens qui pratiquent pas les arts martiaux. C'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. C'est l'école de la vie. Hein. C'est une vision très proche de celle qu'avait Jean-Lucien Jazarin, le judo école de vie. C'est ça, l'école de vie. Très bien, eh ben, c'est noté. Je vous remercie pour tous ces renseignements.